Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'info, la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France, le réseau Via Télévision bien sûr, les Indés Radio, 130 radios aussi qui sont nos partenaires répartis sur tout le territoire français et avec TV5 Monde et l'invité politique en direct sur ce plateau. Ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez d'Éthiopie, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci d'être là Jean-Baptiste Lemoyne pour vous interroger à mes côtés ce matin. Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et bonjour Dominique Larèche, nouvelle venue sur ce plateau. Merci. Welcome. Vous appartenez à TV5 Monde, notre partenaire, qui nous diffuse dans 17 langues et dans 200 pays. À propos de partenaire, Jean-Baptiste Lemoyne, votre interview sera également retransmise sur les sites vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. On rentre de plein pied dans l'actualité. Elle est triste, sinistre même, plus 74% d'augmentation des actes antisémites en France. J'ai envie de vous demander, vous êtes ministre de la République, pourquoi et que faut-il faire, surtout? Bien sûr, ce chiffre est préoccupant et au-delà du chiffre, surtout, on voit un certain nombre d'atteintes, de dégradations très concrètes, y compris ces derniers jours. Regardez ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi pour un magasin dans l'île de la Cité. Regardez cet arbre du souvenir pour Ilan Halimi qui a été scié. Bref, il y a... Les portraits de Simone Veil tagués d'une croix. Vous avez raison. Et il y a là donc la multiplication d'actes qui sont intolérables. Et d'ailleurs, nous entendons bien, y remédier, être ferme. Le Premier ministre a d'ailleurs reçu un rapport au mois de septembre dernier pour lutter contre l'antisémitisme sur Internet, parce qu'il faut voir aussi que les paroles de haine se libèrent beaucoup aussi à travers les réseaux sociaux, et que ce qui est virtuel dans un premier temps, eh bien, il devient réel après dans la rue. On a les moyens de combattre ça? Oui, je pense qu'il y a des responsabilités à prendre du côté des plateformes pour retirer les contenus manifestement racistes, antisémites, bref, appelant à la haine, dans des délais toujours plus rapides. Parce que, encore une fois, je suis effrayé de voir combien toutes ces fake news, ces rumeurs qui sèment la haine et la discorde peuvent avoir un impact. Un sondage. Où il faut la renforcer. Alors, le gouvernement va prendre d'autres mesures? En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que on doit agir sur ces réseaux sociaux. Il y a un sondage très intéressant qui montrait que pas loin de 44% des personnes parmi les gilets jaunes étaient dans une logique complotiste par rapport à, entre guillemets, le lobby-sionisme. Donc c'est... Justement, les Gilets jaunes, ils ont libéré la parole de cette nébuleuse complotiste antisémite. Ce que je constate, c'est qu'en tous les cas, le complotisme est très présent dans leur rang, parmi un certain nombre. Pas les Gilets jaunes du 17 novembre qui sont venus dans l'état d'esprit de dire attendez, nous, en termes de transition énergétique, on a besoin d'avoir un accompagnement. Mais dans la frange la plus radicale qui aujourd'hui, d'ailleurs, sème la zizanie dans les rues, assurément, elle est très présente. Et donc, face à cela, on ne peut pas se résigner. Je crois que le grand débat, d'ailleurs... Il y a un lien entre cette frange radicale des Gilets jaunes et ce parfum d'antisémitisme et d'antiparlementarisme également. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que ça s'exprime dans le même moment. Le grand débat national est là aussi pour permettre, je crois... de faire nation ensemble. Et c'est l'occasion aussi de se dire, mais qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qu'être français en 2019 et moi, j'ai la semaine dernière assisté à deux grands débats nationaux, l'un dans mon département de l'Yonne, l'autre à Munich, auprès des Français établis hors de France. Et c'était passionnant parce que il y a là une envie de bâtir, il y a des propositions qui sortent, mais c'est également le moment de déconstruire un certain nombre de clichés et d'idées reçues, notamment sur la vie parlementaire. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. Or, nos élus qui représentent la nation au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les collectivités, non, ils ne sont pas là pour s'en mettre plein les poches, pardonnez-moi l'expression. Ça vous inquiète, cet antiparlementarisme? 70 députés attaqués depuis le début du mouvement. Est-ce que vous redoutez l'escalade? Bien sûr, encore une fois, il y a la multiplication d'actes qui ne sont pas acceptables. Regardez le domicile de Richard Ferrand qui a été vandalisé, le feu qui a été mis. Donc, face à cela, il faut être, je crois, d'une extrême fermeté, chercher, traquer les auteurs de ces actes, les sanctionner, les punir, parce que la République, c'est le débat d'idées, c'est un moment sanctionné par un vote, des décisions qui sont prises par un vote, mais c'est en aucun cas la guérilla. Justement, on va parler de ce débat et l'issue de ce débat, puisque vous êtes au ministère des Affaires européennes. Est-ce que vous êtes favorable à un référendum le jour des européennes? Vous savez, je pense qu'il n'y aura pas une réponse et une seule au grand débat national. Parce qu'il est tellement foisonnant qu'il y aura
plusieurs réponses, à mon avis, sur le référendum qui seront apportées. Et le référendum peut être une piste à explorer. Notre Constitution le prévoit, et donc il ne faut pas se priver d'entrée de jeu. Européennes. Après, sur le calendrier, écoutez, le débat à court, c'est bien que le débat est court finalement, parce que ça permet aussi de se rendre compte que notre 5e République, eh bien, elle a un certain nombre d'atouts, elle a un certain nombre d'outils qui permettent de répondre à des situations. Mais encore une fois, il y aura, je pense, une multiplicité de réponses, des mesures. Il y aura forcément aussi des réponses qui ne sont pas forcément dans des mesures, mais parfois dans la mise en place de procédures. Moi, ce que j'ai entendu dans les grands débats, c'est la volonté de savoir où va l'argent public, à quoi il sert. Et personnellement, j'ai plaidé pour que chaque mois de février, chaque année, quelque part, on ait à nouveau un grand débat qui soit l'occasion de mettre dans l'air les sujets d'évaluation des politiques publiques. Et comme ça, on voit à quoi sert l'argent des Français. Un référendum le jour de l'élection européenne, c'est la piste qui est privilégiée à l'heure actuelle par le président français ? Il n'y a pas de piste qui soit privilégiée. Le président de la République, vous l'avez vu, il consulte, il reçoit. La semaine dernière, il a reçu tous les dirigeants de formations politiques, de groupes parlementaires. Donc le président de la République, il est à l'écoute. Le grand débat, il est en cours. Tout cela se poursuit jusqu'à la mi-mars. Et à l'issue, il sera le temps de trancher. Au ministère des Affaires européennes, vous ne dites pas, attention, ça risque d'éclipser l'enjeu des européennes ? Naturellement, le 26 mai est un jour important et sur un sujet d'autant plus important que l'Europe est à la croisée des chemins. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie à dépenser de ce point de vue-là, mais on peut voir aussi les choses différemment en se disant que c'est la possibilité de mobiliser plus fortement lorsque des scrutins sont liés. Je vous rappelle que nos amis belges, ils vont voter pour les européennes, pour les législatives, pour les régionales. Donc on voit qu'il n'y a pas d'exception française, mais encore une fois, aucune décision n'est prise. Il sera temps, le moment venu, à la fin du grand débat national, eh bien, de prendre des décisions en termes de calendrier et de tenue ou pas d'un référendum. Dominique Larèche. Une question sur les Gilets jaunes. Est-ce que vous regrettez l'image que projettent les Gilets jaunes, les affrontements, les émeutes dans les villes de Paris, dans la ville de Paris, à l'étranger ? Vous ressentez que l'image de la France, elle est en train de se dégrader ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les images du mois de décembre, notamment l'Arc de Triomphe, n'ont pas fait du bien. Maintenant, pour nuancer cela, c'est que moi, je suis en contrôle permanent de tout cela avec nos ambassadeurs, parce que la France, elle est championne du monde du tourisme et elle entend rester très attractive et je m'en occupe personnellement. Est-ce que ça a eu un impact Ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu un impact ponctuel au mois de décembre, très concentré sur Paris, l'Île-de-France, où on a vu une baisse de 5% des nuitées, des arrivées de vols internationaux. Maintenant, nous avons de très bonnes tendances sur le début de l'année. Les touristes, par exemple, britanniques, du Benelux, sont très présents sur les pistes de ski de nos stations. Les arrivées internationales par voie aérienne sont en croissance sur ce premier trimestre. Donc, je crois que les fondamentaux restent bons. Maintenant, il y a tout un travail d'explication et de communication pour expliquer que la France, elle tourne, que les visiteurs peuvent découvrir le pays sans problème. Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. On passe à l'Italie, la crise avec l'Italie. Matteo Salvini veut venir en France, ou accueillir d'ailleurs Christophe Castaner à Rome. D'abord, est-ce qu'il faut l'accueillir ? Faut-il calmer le jeu avec l'Italie, s'asseoir autour d'une table comme il le demande, lui ? Enfin, remettons les choses dans le contexte. Ces propos qui se veulent plus apaisants de la part de différents dirigeants italiens, elle vient après que la France ait marqué le coup, avec le rappel pour consultation de notre ambassadeur Christian Massé. Mauvaise humeur, a dit la ministre des Affaires européennes. Il s'agissait, oui, de manifestation d'une mauvaise humeur. Mais parce que ça fait des semaines que les dirigeants italiens, qui sont, vous le savez, dans une coalition qui n'est pas facile parce que elle a été un peu accouchée au forceps, sont en campagne permanente en prenant la France pour punching ball. Ça suffit de rappeler l'ambassadeur, ça paraît quand même pas très fort. Notre message, c'est par les voies diplomatiques, parce que nous sommes respectueux des formes. Et justement, ce qui nous a choqué, c'est le fait que notamment un des vice-présidents italiens ne le soit pas en venant sur le territoire national rencontrer les Gilets jaunes,
sans prévenir, eh bien, oui. Mais alors, est-ce que oui ou non, il doit y avoir une rencontre entre les ministres de l'Intérieur français et italiens? Est-ce que ça suffit? Je crois qu'il y a une amitié à préserver, celle entre le peuple français et le peuple italien, deux peuples fondateurs de l'Union européenne. Maintenant, les choses doivent aller dans le bon ordre. Pour l'instant, nous consultons notre ambassadeur qui est revenu vendredi soir. Combien de temps ça va durer? Et donc la rencontre, pas tout de suite, pas cette semaine comme le demande l'Italie. Le moment venu, il repartira à Rome avec une feuille de route. Mais nous sommes en train justement d'évoquer tout cela avec lui. Et le moment venu, il faudra qu'il retourne à Rome. Mais tout cela aussi dépend d'un certain nombre d'éléments, d'état d'esprit, naturellement, des Italiens. Alors, je ne parle pas des dernières turpitudes, des dernières déclarations de Salvini et des autres, de Di Maio et autres. Mais au départ, en septembre, est-ce que l'Europe, elle n'a pas un peu abandonné l'Italie? Est-ce que la France, elle n'a pas été un petit peu arrogante avec l'Italie sur le dossier des migrations? Mais si l'Italie a été abandonnée sur le dossier des migrations, c'est peut-être... parce que un certain monsieur Orban, qui est le grand ami de monsieur Salvini, a décidé il y a quelques années de fermer sa frontière. Et que du coup, on le voit bien, quand les nationalistes de tous les pays se mettent à œuvrer, on aboutit à des impasses. Et c'est la preuve bien concrète que sur le sujet migratoire, la réponse, elle n'est pas dans le fait de se recroqueviller chacun sur soi, de prendre ces mesures de façon unilatérale, mais bien dans un travail conjoint de coopération entre, d'ailleurs, États européens, mais également États d'origine, État de transit et État de destination. C'est le fameux pacte de Marrakech qui était signé et sur lequel d'ailleurs on a vu tellement de fake news et d'infox prospérer au mois de décembre. On en parlait au début de l'émission. Et donc tout ça pour dire que la situation elle est toujours complexe et qu'une situation complexe elle appelle des réponses qui sont parfois complexes et qu'on ne peut pas réduire à noir ou blanc comme veulent faire souvent les populistes de tout poil. Alors, on va revenir sur le Brexit. On voit que les négociations sont très difficiles pour la sortie de la Grande-Bretagne. On voit aussi que la croissance britannique est en berne. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas la meilleure publicité qui puisse être faite pour l'Union européenne ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de motif de se réjouir parce qu'au final, le Brexit, ça sera quand même perdant-perdant. Je pense que, naturellement, les Britanniques vont plus perdre que l'Union européenne, mais encore vous que savez, perte d'emplois à prévoir en France, hein, on a vu dans les prévisions. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en réjouir. Et ce qui compte, maintenant, c'est d'établir dans le futur, d'ailleurs, une relation qui reste étroite. Parce que, d'ailleurs, nous travaillons énormément avec les Britanniques en matière de défense, parce que en matière de commerce ou de tourisme, je suis bien placé pour savoir que les Britanniques contribuent de façon significative. C'est notre un de nos premiers postes à l'exportation. Donc il y a ce besoin de garder un lien fort. Maintenant, les Britanniques... Il y a une inquiétude en France, inquiétude des élus locaux, notamment de Normandie et des Hauts-de-France, inquiétude des pêcheurs, des agriculteurs. Comment vous les rassurez ? Alors, on est au travail chaque jour de la semaine, naturellement, avec Jean-Yves Le Drian, avec Nathalie Loiseau, tous les collègues du gouvernement. Donc on a d'ailleurs, j'incite vos auditeurs, téléspectateurs à se rendre sur le site internet brexit.gouv.fr où nous mettons en ligne justement tous les documents nécessaires pour se préparer. Chaque Conseil des ministres, nous prenons des ordonnances pour se préparer éventuellement au fait qu'il n'y ait pas de retrait ordonné, pour que tout simplement on puisse continuer à échanger, à commercer, à se déplacer. Naturellement, les douanes sont très mobilisées pour aménager le site de Calais, permettre encore une fois la gestion de ces flux logistiques qui sont pas neutres pour par exemple des industriels comme Airbus, dont une partie des éléments sont produits en Grande-Bretagne. Dominique Larèche. Qu'est-ce que... toujours concernant les Européennes, quel va être votre rôle, vous, précisément ? Mais vous savez, je crois qu'on est tous et toutes des Européens convaincus, engagés, et donc naturellement, nous serons là pour sillonner la France, le territoire, et expliquer combien l'Europe... c'est pas quelque chose d'abstrait, mais de très concret dans nos vies quotidiennes, et que effectivement, nous avons besoin de plus d'Europe et de plus d'Europe efficace. Je m'explique. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout va très vite et où surtout il y a le retour des puissances. Regardez la Chine, regardez la Russie, regardez les États-Unis qui agissent de façon unilatérale. Eh bien, nous avons besoin d'une Europe qui soit plus souveraine, qui soit pas naïve, parce que par exemple, regardez la décision sur Alstom et Siemens, est une mauvaise décision. On a besoin de construire des géants européens qui puissent lutter à armes égales avec d'autres entreprises. Donc vous
vous engagerez clairement dans cette campagne. Un mot sur les djihadistes français qui devraient revenir de Syrie dans les prochaines semaines. Est-ce que vous confirmez que ce seront des avions des forces spéciales américaines qui les rapatrieront? Non, je vous confirme rien. Vous savez, nous sommes en train de regarder cette question de très près, tout simplement parce que ce que nous avons en tête, c'est la sécurité de nos concitoyens. Et donc, ce que nous regardons, c'est qu'au moment où il y a les d'ultimes combats contre les dernières poches de Daesh, c'est éviter qu'il y ait dispersion d'un certain nombre de ressortissants dont on ne sait pas s'ils s'égayeraient dans la nature, le mal qu'ils pourraient faire éventuellement, y compris à distance. Quand vous dites vous ne confirmez rien, ça veut dire que vous ne confirmez pas non plus que ces 130 djihadistes français seront rapatriés dans les Non, ce que je dis, c'est que c'est un dossier aussi très compliqué sur lequel nous regardons sur le plan du droit comme sur le plan de l'efficacité, parce que ce que nous voulons, c'est faire en sorte que ces personnes ne puissent pas nuire et qu'elles puissent rendre des comptes par rapport aux actes qu'elles ont commises. Et donc, c'est un dossier sur lequel je ne peux vous donner aucune confirmation aujourd'hui. Jean-Baptiste Lemoyne, Haïti en proie à de nouvelles manifestations de violence. On l'a vu dans les images juste avant de vous accueillir sur ce plateau. Revendications sociales. C'est la francophonie. C'est un pays important. C'est aussi votre affaire, la francophonie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que la France peut faire? La francophonie, c'est effectivement une grande famille et nous avons à la tête de la francophonie depuis quelques mois maintenant Louise Mukishiwabo, nouvelle secrétaire générale élue, naturellement que la France a beaucoup appuyé. Et je crois que cette francophonie, elle a aussi pour vocation de pouvoir, par le dialogue entre dirigeants, essayer de solutionner des crises. Maintenant, naturellement, sur Haïti, hélas, ce n'est pas la première crise, mais nous formons les vœux que le peuple haïtien recouvre la voie de l'unité nationale. Oui. L'Élysée. D'un mot rapidement, au départ d'Ismaël Emelien, très proche conseiller d'Emmanuel Macron, après le départ de Stéphane Séjourné, de Sylvain Faure, est-ce que Emmanuel Macron est un président seul? Je crois qu'il faut regarder aussi les arrivées dans le mercato, puisque par exemple Philippe Grandjean, qui est un éminent membre de La République En Marche, qui a été au début de l'aventure et a de très bons relais dans le monde à la fois social et politique, va rejoindre l'équipe du président. Ce départ d'Ismaël Emelien, il a un lien avec l'affaire Benalla? Il est cité dans cette affaire? Moi, je crois qu'il motive personnellement sa décision. On peut rendre hommage au fait qu'il a contribué à l'élaboration du logiciel d'En Marche, le fait justement de réunir des gens venant et de la droite et de la gauche et du centre. Maintenant, il fait un choix personnel. Je n'ai pas à commenter les carrières des collaborateurs. Vous savez, ce qui compte, c'est toutes celles et tous ceux qui sont engagés à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement pour la réussite de la France. Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir été notre invité ce matin. Merci Oriane Mancini, merci Dominique Larèche de TV5 Monde. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, quitte ce plateau. C'est en direct, merci. Ils font leurs entrées. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Cyril, bonjour à tous, bonjour Denis. Et Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Bonjour Challenge. Yves, bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour messieurs, Jean-Baptiste Lemoyne a réagi à ce chiffre terrible, plus 74% d'augmentation des actes antisémites en France. À la question pourquoi et que faut-il faire, il a aussi pointé, Denis Jambard, le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire. Oui, il n'a pas tort, mais enfin... c'est pas une nouveauté. Alors il y a une accélération cette année, mais c'est un phénomène qui remonte maintenant au début des années 90, dont on ne s'est pas assez préoccupé, à mon avis, dans cette période-là. Et naturellement, il y a un grand émoi quand les chiffres poussent, mais cet antisémitisme, il est récurrent. Il ne faut pas le réduire, à mon avis, aux gilets jaunes aussi. Il existait avant. Aujourd'hui, on a le sentiment, quand on écoute les commentaires ce matin, que ce sont que les gilets jaunes. Ben non, ce n'est pas un problème simplement de gilets jaunes, c'est un problème dans la société française, et notamment dans un certain nombre de communautés. Yves Tréhard. Oui, quand la société va pas bien, et c'est le cas actuellement, je pense que l'antisémitisme est je dirais, un des boutons de fièvre du malaise. Et alors, l'antisémitisme, effectivement, malheureusement, on vit avec en France, et il y a eu des poussées comme ça de temps en temps, notamment au tournant de l'an 2000. Oui, c'était lié à la seconde intifada. À la faveur du conflit israélo-palestinien.
Et on parlait d'ailleurs à l'époque de judéophobie pour dire que c'était pas le vieil antisémitisme français. Oui. Et puis surtout, ça prenait le masque de l'antisionisme. Voilà, de en réalité, il y avait un antisémitisme récurrent. L'antisémitisme et antisémitisme, qui soit d'origine, enfin de jeunes Français d'origine arabe ou le vieil antisémitisme des années 30, c'est exactement la même chose. Simplement, je pense qu'avec ces tags sur le. Je pense que justement qu'avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, parce que l'antisémitisme était beaucoup le fait quand même d'un anti-sionisme qui était quand même cultivé beaucoup par les populations d'origine maghrébine en France. Je pense que l'antisémitisme qui revient aujourd'hui est un antisémitisme qui n'est pas uniquement le vieil antisémitisme français. C'est le vieil antisémitisme qui dit juif, argent. Regardez comment Emmanuel Macron a été critiqué parce qu'il venait de Rothschild avec des accents malsains. Donc c'est juif, argent, pouvoir, tout ça, ça fait un cocktail qui est tout à fait une détestable. Superposition de couches qui ressurgissent en fonction de l'actualité, mais qui est quand même, il faut le dire, c'est pas un phénomène nouveau. Ça existe depuis très longtemps dans ce pays. Et hélas, on a un peu, et même souvent beaucoup oublié ce qui s'est passé. On passe à un sujet, vous parliez d'Emmanuel Macron, son proche conseiller Ismaël Emelien annonce sa démission de l'Élysée. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un proche d'Emmanuel Macron, le secrétaire d'État qui vient de vous succéder sur ce plateau, disait lui, on regarde ceux qui sortent, mais vous ne regardez pas ceux qui rentrent. Au fond, c'est un peu normal qu'il y ait ce moment du quinquennat. Ce va-et-vient. Écoutez, oui, c'est assez normal. Tous les présidents de la République sous la Ve République ont connu leur grand ménage, leur mercato. Beaucoup disent qu'il y aurait un lien avec l'affaire Benalla aussi. Non, mais évidemment, mais il faudrait le prouver encore. C'est vrai qu'il apparaît, il est cité dans l'affaire. Il était très proche lui-même d'Alexandre Benalla, ou Benalla était proche de lui. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Mais bon, on n'a pas la preuve. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas les preuves. Donc, c'est peut-être lié à ça. C'est vrai que le prétexte de la sortie d'un livre me paraît quand même, pour le moins, léger. Oui. En bas. Oui, je trouvais que l'argumentaire soulève quelques questions. Non, mais ce qui est frappant, alors c'est vrai que ça s'est produit dans tous les cabinets présidentiels. Mais ça n'a pas toujours été le noyau le plus dur. Et en général, quand quelqu'un du noyau dur sortait du cabinet présidentiel, je veux dire, c'était pour prendre un poste visible, important. Tandis que là, deux proches du chef de l'État, Sylvain Faure et Ismaël Emelien, sortent, on ne sait pas où ils vont. Alors peut-être qu'ils vont ressurgir dans des postes brillants, je ne sais pas, Faure, pourquoi il ne prendrait pas la succession qui va s'ouvrir au château de Versailles, par exemple, puisqu'il a tout le curriculum vitae pour le faire. Vous êtes dans la confidence ? Mais pour le moment, franchement, ils sortent et on ne sait pas où ils vont. Et ça, c'est assez nouveau quand même dans l'histoire de la Ve République. Les chefs d'État récompensent toujours leurs plus proches collaborateurs, et ce n'est pas le cas. Alors peut-être c'est une vertu nouvelle. Ah oui, peut-être. Deux sujets internationaux, européens. Le Brexit, le gouvernement britannique veut plus de temps pour renégocier. Jean-Baptiste Lemoyne pointait le fait que le gouvernement a mis en place maintenant un site internet pour expliquer aux gens, aux entreprises notamment, comment faire en cas de Brexit. On a l'impression, Denis Jean-Bart, quand on écoute le ministre qui était là tout à l'heure, d'autres responsables qu'on a reçus sur le plateau, au fond que personne n'y avait vraiment cru et que, au fond, les problèmes qui arrivent n'avaient pas été très appréhendés. C'est une impression ou pas ? Non, j'ai l'impression quand même que les Français... Enfin, oui, ils attendaient, parce que personne n'imagine que la Grande-Bretagne sorte finalement de l'Union européenne. C'est quelque chose qui paraît tellement mais quand même, il y a un certain nombre de gens, y compris pro-européens. C'est vrai que les Anglais n'étaient pas des partenaires faciles à l'intérieur de l'Union européenne, mais qui se sont réjouis à l'époque. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça très inquiétant, et c'est le début du détricotage. Mais simplement, je pense que personne n'avait imaginé les conséquences. C'est-à-dire que ce sont des conséquences matérielles. Extrêmement radicales. De douane, il a dit le ministre. De douane, de pratiques, si vous voulez, qui vont rendre la vie des entreprises, des particuliers extrêmement compliquée. Avec des menaces sur l'emploi ? Avec des menaces, évidemment, pour l'emploi. En France ? Personne n'avait imaginé ça. Et c'est une fois qu'on est au pied du mur qu'on le réalise. Et on y est là. Et c'est pour ça que Mme Le Pen, sans doute, a vite changé son fusil d'épaule en disant nous, on ne sort pas de l'Europe et on ne sort pas de l'euro. Personnellement, ça m'a toujours préoccupé, malgré les problèmes qu'on avait pour gérer la présence des Anglais à l'intérieur de l'Union. Je pense que c'était quand même la première fois qu'on avait un signal de détricotage de l'Europe. Et regardez aujourd'hui, après le Brexit, c'est là que beaucoup de paroles se sont libérées, notamment dans les nouveaux entrants de l'Est de l'Europe.
Et on a quand même aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Quand vous pensez qu'on rappelle notre ambassadeur d'Italie, mais c'est à l'origine de tout ça. On en parle, justement. On finit là-dessus. Les députés donc censés voter jeudi pour essayer d'obtenir en fait plus de temps pour renégocier. Theresa May donc fait cette proposition au Parlement britannique. L'Italie, on en vient justement. Alors on a rappelé notre ambassadeur, geste de mauvaise humeur. Avec vous, j'ai pas de problème. Donc la France donc rappelle son ambassadeur, geste de mauvaise humeur, disait Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Est-ce que c'est assez au fond? Parce que c'était assez grave. Est-ce que c'est assez? Oui, bien sûr. C'est le dernier acte avant la rupture diplomatique. Il faut souhaiter que ça n'aille pas plus loin. Et d'ailleurs, les Italiens qui ont joué un peu avec les allumettes. Enfin, M. Salvini a très vite dit qu'il voulait renouer le dialogue avec les Français. Il faut savoir que c'est une affaire domestique. Il veut s'asseoir autour d'une table. C'est une affaire domestique à l'intérieur de l'Italie, parce qu'il y a le mouvement 5 étoiles qui est en perte de crédit, en perte de popularité. On vient de le voir dans les élections régionales des Abruzzes ce week-end. Et donc, ils ont essayé de jouer la radicalité vis-à-vis de la France, parce que tout ça, cette fâcherie, elle est beaucoup due au mouvement 5 étoiles. Et aussi à Salvini qui a tapé lui sur la question migratoire. Bien sûr, mais voilà. Mais qui a le plus à perdre là entre la France et l'Italie? Tout le monde a à perdre. L'Europe, évidemment, les Italiens et les Français. Si, rendez-vous compte, deux pays aussi voisins, fondateurs de l'Union européenne, qui ont une culture, il n'y a rien qui nous sépare avec les Italiens. D'ailleurs, les Français, c'est qui? C'est des Italiens qui ont mauvaise humeur. Donc, c'est Cocteau qui disait ça. Non, et puis en plus, on a des intérêts incroyablement liés du point de vue économique et commercial. Sérieux, ce sont y compris sur l'immigration, puisqu'ils sont en première ligne. Donc ça serait vraiment dramatique. Non, mais je partage le diagnostic d'Yves, ça serait dramatique, à la fois pour la relation qu'on a avec ce pays-là, et catastrophique pour l'Europe. Supposons qu'il y ait une rupture totale. J'arrive même pas à l'imaginer. Parce que s'il y avait une rupture totale, il n'y a plus d'Europe. Bien sûr. Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Oui, Cocteau les Français, c'est Cocteau. Voilà. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Que j'ai bien connu. Toujours. Et Denis Jeanbart, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Merci. On regarde ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarius, qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères et également dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier au soir. A tout de suite. Ces manifestations deviennent de plus en plus intolérables parce qu'elles génèrent systématiquement, et quoi qu'en dise la majorité des Gilets jaunes, des comportements scandaleux. Avec des bris de vitrines, du saccage de mobilier urbain, des graffitis injurieux. Et donc quand je vois des gens qui fracassent des vitrines de commerçants, quand je vois des violences extrêmement haineuses, y compris contre toutes sortes de situations. Je trouve ça vraiment scandaleux. On sait toujours qu'il y a une partie violente qui arrive, il y a toujours ça, et la question qui est à se poser, c'est comment le gouvernement y fait face, déjà dans ses réponses politiques, et de ce point de vue-là, il est complètement à côté de la plaque, mais en plus de ça, dans le type de consignes qu'il donne. Et les consignes ne peuvent qu'entraîner l'escalade de la violence. Il y a une forme de romantisme révolutionnaire chez certains, qui est absolument insupportable, parce que pour les gens, c'est des violences physiques sur la police, c'est des violences dans les rues des grandes villes. Et vous le savez, les commerçants et notamment les habitants de certaines grandes métropoles se plaignent parce qu'ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui ont dû licencier suite à ça. C'est autour du milliard d'euros de pertes économiques liées à la sous-activité des commerces et auquel vient s'ajouter le coût direct des dégradations. Et pour la ville de Paris, on peut d'ores et déjà chiffrer ce coût direct de réparation à plus de 10 millions d'euros. Et puis tous les samedis, les gens ne viennent plus en ville. Ils désertent, ils anticipent, ils se disent que le samedi, faut surtout pas aller en ville, il faut surtout pas risquer les violences qui viennent systématiquement après les manifestations. C'est le fait en partie, et j'ai bien dit en partie, d'un noyautage donc de mouvances d'ultra-gauche, et on l'a vu samedi, ou d'ultra-droite en d'autres endroits du territoire. Mais samedi, à Paris, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. Pourquoi est-ce qu'on ne dissout pas aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, tous ces groupuscules d'extrême-gauche qui sont parfaitement identifiés? Je pense à toutes les milices Antifa, les Black Blocs qui viennent systématiquement et qui sont toujours les mêmes, d'ailleurs, qui sont parfaitement identifiés par les services de renseignement. On arrive à 3 mois de ce conflit, où la violence prend le pas sur un certain nombre de revendications, et ça ne doit pas faire disparaître ces revendications, et ça ne doit pas nous empêcher d'être intraitables avec cette violence, d'où qu'elle vienne. On voit certains partis extrémistes qui effectivement font en sorte que le mouvement dure pour mettre en cause le gouvernement. Et quand on a
convoqué beaucoup à l'insurrection, en tout cas à la révolte, à la remise en cause des institutions, eh bien on récolte ce qu'on a semé. Et de ce point de vue-là, effectivement, il joue un jeu trouble. Voilà, dans un instant, la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire. A tout de suite.